Il y a un phénomène bizarre dans la Torah qui est très connu. Mais il faut savoir déjà une chose, c'est que Hachem, c'est écrit dans le Midrash Tanchuma, il a écrit la Torah 974 générations avant la création du monde. Je rappelle pour les gens qui ne sont pas au courant qu'avant la création du monde, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de temps, il n'y avait rien. Même le Midrash, il demande, mais sur quoi Hachem il a écrit la Torah? Il dit, Esh Shachor al Esh Lavan, un feu noir sur un feu blanc. Après qu'il a écrit la Torah, Hachem, c'est marqué dans le Zohar, Istakel Baraita ou Baralma. Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc ça veut dire que le monde est entièrement une projection de la Torah. Ça va jusque-là? Donc impossible de trouver quelque chose dans le monde qui n'est pas dans la Torah. Impossible. Ouais. Maintenant, peut-être que dans la Torah, il y a plus que ce qu'il y a dans le monde. Parce que c'est marqué qu'Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc c'est pas entièrement une projection de l'un de l'autre. Il peut y avoir même plusieurs mondes, même plusieurs versions du monde dans la même Torah. C'est comme si on disait... Vous savez, le tableau de Mendeleïev, vous le connaissez celui-là, non? En chimie. Donc il y a le vieux professeur de chimie, doyen de la faculté. Il a le tableau devant lui. D'abord l'oxygène, l'hydrogène, la belle-mère, enfin tous les composants chimiques du monde. Et il dit, mes chers élèves, vous avez devant vous l'univers. Parce qu'en vérité, tout l'univers n'est qu'une combinaison des éléments de ce tableau. De la même manière, quand on dit qu'Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, en vérité, toutes les combinaisons moléculaires qui seront nécessaires pour créer à l'instant T le monde, et ensuite toutes les combinaisons qui vont se combiner et qui ont été redistribuées dans la grille temporelle pour créer la réalité, donc les événements, donc l'histoire, donc le futur, ils ont été créés à partir de la Torah. C'est pour ça que le Ramban, il dit Akol Merumas Batorah, Vekulam Merumazim, tout le monde est en allusion, tout le monde apparaît dans la Torah. Chaque personne, elle apparaît. Pourquoi, encore une fois? Parce que quand tu vois un mode d'emploi et tu vois un outil, ouais, ça imagine, c'est pas le mode d'emploi, c'est le mode de fabrication humaine. Donc le plan, il correspond à l'objet. Si à chaque fois que tu remontes le plan, tu trouves une mitrailleuse, tu dis le plan ne correspond pas. Donc c'est très intéressant que finalement la compréhension du monde, elle va être possible de deux manières. Soit on va faire comme les scientifiques, on va regarder le monde et on va essayer de comprendre les phénomènes, les principes, d'accord? La sociologie, la philosophie, la psychanalyse, la zoologie pour les personnes atteintes de problèmes graves, ouais. Soit on va regarder dans la Torah et on va comprendre le monde, puisqu'un c'est le mode d'emploi de l'autre, c'est facile. Après, ça peut aller très très loin, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler ce soir, au niveau de l'énergie, au niveau de l'atome, au niveau de la physique quantique. C'est très très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai pas de complexe. Si c'est un truc qui tient la route, si ça tient pas la route, ça peut être idiot et reconnu scientifiquement. Ça. D'ailleurs, la vérité en science, elle remet toujours en cause celle d'avant. Donc ça veut dire que toute celle d'avant était fausse. C'est intéressant parce qu'un spécialiste, c'est quelqu'un qui connaît tout ce qui a été dit. Et comme il n'y a que la fin qui est vraie, donc il connaît une majorité de faux. Donc comment quelqu'un qui connaît une majorité de faux, il a l'espoir de penser vrai? C'était pas vraiment une question, c'était une formulation interrogative qui vous prépare mentalement à écouter ma réponse. Il y a une seule vedette ici et en plus il est marocain, donc c'est même pas la peine de rêver que ça va s'arranger. Alors, non, je dis ça parce que comme vous voyez ma feuille devant moi, elle est transparente et que je sais même pas où je vais, donc ça me dérange de m'interrompre. Maintenant à la fin du cours, vous pouvez poser toutes les questions et si la question à la fin du cours elle est mauvaise, c'est qu'elle a été mauvaise au départ. C'est pas grave. Alors, donc maintenant c'est quoi l'idée? C'est que, encore une fois, le monde, il est la projection de la Torah. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est un ensemble de mitzvot. Donc aussi, les mitzvot, elles vont se retrouver dans le monde. Vous me suivez? Parce que c'est la projection. Et parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'enseignement. Donc ça veut dire qu'à partir de ces éléments-là, qui étaient au départ, oui, on a pu fabriquer des millions d'événements différents. Donc c'est pas seulement que la Torah, elle va te raconter ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ces éléments, tu vas fabriquer ce qui se passera. Maintenant que ça s'inscrive dans dedans, c'est pas très grave. Je vous dis, c'est comme tu as une boîte d'éléments chimiques, tu peux fabriquer beaucoup de choses. Ah, tu dis, mais tu aurais pu faire autre chose avec, c'est vrai. On aurait pu faire autre chose, ouais. Donc maintenant, cette idée-là, ça pose une question de fond, c'est que la Torah,
qui est essentiellement un livre d'enseignement des mitzvot, elle contient 2 types de mitzvot. Ce qu'on appelle les chukim et les mishpatim. Les lois incompréhensibles et les lois compréhensibles. C'est comme ça qu'on les définit. Les lois dans lesquelles on peut avoir un cheminement intellectuel, d'accord? Ça s'appelle les mishpatim. Ne pas voler, ne pas tuer, d'accord? Bon, c'est des choses qu'on peut comprendre intellectuellement. Et il y a des lois incompréhensibles. La soukha, pourquoi les tfilines, d'accord? Le mikvé, la personne elle est impure, elle rentre dans l'eau, elle sort pure. C'est des chukim. Maintenant, quel intérêt de mettre à la fois des chukim et des lois et des mishpatim, des lois compréhensibles, des lois... Pourquoi les deux? Parce qu'encore une fois, il y a 2 manières de voir. Soit on dit que la Torah, elle a été donnée aux hommes, et comme elle est donnée aux hommes, donc elle est adaptée aux hommes, ouais. Si elle n'est pas adaptée, elle n'est pas vraie, parce que Rav Wolbe, dit toujours Emet chez Nomatim et no Emet. Kimat Sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, elle est pratiquement fausse. Voilà, vous par exemple, vous êtes des jeunes étudiants, je vais vous parler un certain langage. Si je vais parler à Bnei Brak dans un collège, je vais parler un autre langage. Si je vais parler à des gens qui prennent des vitamines illégales, je vais parler différemment. S'il y a une moyenne d'âge de plus de 70 ans, je vais parler différemment. Elle dit alors, je crois que vous êtes un caméléon. Non, je ne m'appelle pas Léon et je ne suis pas non plus... D'accord? Non. C'est seulement qu'on est obligé de s'adapter. Un enfant de 8 ans et un homme de 58 ans, tu ne parles pas pareil. Un médecin et un pizzaiolo, tu ne parles pas pareil. C'est normal. Ah, tu dis alors quoi? C'est une vérité adaptée? Non, c'est une vérité adaptée. D'ailleurs, c'est ça qui fait que la personne à qui on parle, elle comprend. Parce que comme comprendre, ça s'écrit comme prendre. Si vous l'écrivez avec un N, ça change complètement. Sans vous prendre pour quoi que ce soit. Ouais. Maintenant, pourquoi comprendre, c'est comprendre? Parce que comprendre, c'est saisir. Et saisir, c'est quoi? C'est tenir la chose. Maintenant, quand je parle, si vous saisissez, mais vous saisissez quoi? Le fil de ma pensée, le bruit de ma parole, la qualité de la syntaxe? Qu'est-ce que vous saisissez? En vérité, ce que vous saisissez, en vérité, c'est quoi? C'est le fond de ma pensée. Maintenant, le fond de ma pensée, il est à l'intérieur de moi. Il est très loin. Il n'est pas dans mon cerveau, il va plus loin dans mon conscient, il est même dans mon subconscient. Il est dans non pas dans ce que je dis, mais dans ce que je veux dire. Maintenant, moi, je ne suis pas intéressé tellement à ce que vous compreniez ce que je dis. En vérité, ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez ce que je veux dire. Le problème, c'est que ce que je veux dire, je ne vais pas le dire. Je vais dire ce que je vais dire. Je ne vais pas dire ce que je veux dire. Parce que si je veux dire ce que je veux dire, il faut que vous restiez 28 ans devant moi en train d'écouter. Et je ne pense pas que vous aurez la patience. Vous avez des enfants à faire, des petits-enfants à faire. Donc je vais vous donner 1h30, un tremplin, à peu près l'équivalent de 7 ans de yeshiva et de 21 ans de faculté. Et à vous, avec ça, vous allez essayer de rentrer dans le monde, rentrer dans la vie. Parce que les Yisodot, encore une fois, si c'est des choses qui viennent de la Torah, étant donné que la Torah a été créée avant que le monde existe, donc la Torah a été créée avant que le temps existe, donc les secrets de la Torah ne sont pas soumis au temps. Des fois, les gens disent, oui, vous comprenez, Rav, quand même, vous enseignez des choses qui ont 3500 ans, il faudrait actualiser. Je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Khmar au carré. Philosophiquement, tu ne comprends pas que quelque chose qui existait avant que le temps existe n'est pas soumis au temps. Donc, elle ne peut pas être dépassée par le temps, ça ne veut rien dire, puisqu'elle n'est pas liée au temps. Donc, moi aussi, je vais vous donner des choses dans un temps qui est concis, d'accord? Mais ce que je vais vous donner, c'est quelque chose qui n'est pas soumis au temps. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, le Yesod, il va rester vrai, si Dieu veut. D'ailleurs, je le vois, parce que j'ai des gens qui ont étudié les cours il y a 20 ans, ils me disent j'ai compris, je suis content. Non, c'est intéressant, 20 ans après. Pourquoi? Parce que des fois, tu comprends le mot, des fois, tu comprends la formule, et des fois, tu comprends l'énergie, et des fois, tu comprends la volonté profonde. C'est pour ça qu'il dit le Rav Simcha Zissel, qui était très très religieux, il aurait pu habiter à Jérusalem. Il dit Ikar pnimiyut divrei Arav ena nishmarin ela le talmid achafes beyoter lishmoa. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav n'est accessible qu'à un élève qui désire intensément les comprendre. Donc je traduis en français. L'essentiel de l'intériorité des paroles. Donc il y a les paroles, après il y a l'intériorité des paroles, après il y a l'essentiel de l'intériorité. Je ne sais pas si vous... Ouais. Donc c'est loin à l'intérieur, c'est très très loin. Ouais. C'est accessible seulement à quelqu'un qui désire
intensément les comprendre. Donc il faut qu'ils veulent comprendre, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils désirent comprendre, il faut qu'ils désirent intensément comprendre. Et c'est normal, en vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des enveloppes de protection. Si toi, tu veux rentrer dans l'intériorité des choses, il faut que toi-même, tu aies un désir intérieur de le comprendre. Si toi, tu veux capter l'intériorité, il faut que tu aies un système qui peut capter l'intériorité. C'est comme si par exemple, tu prends un gigot de bœuf et tu fais des entailles dedans, tu branches un écran d'ordinateur, tu branches un clavier, tu branches une souris sur un gigot. Après, tu prends une lame, tu fais une fente comme ça et tu enfonces un CD rempli de fichiers. Est-ce que ça va s'afficher sur l'écran, le contenu du CD? Vous hésitez quand même, hein? Vous dites, qu'est-ce qu'il a fumé? Non. En vérité, non. Pourquoi? Parce que le gigot n'est pas compatible pour lire les CD. Mais c'est bizarre, parce qu'à l'époque, bon, vous n'avez pas connu ça, mais nous, à l'époque, avec un 512K, on arrivait à lire des disquettes. Alors, avec un gigot, c'est-à-dire 2 gigas, on devrait pouvoir lire. Tu dis, mais non, parce que le gigot n'est pas compatible pour lire les fichiers. Il faut un système électronique qui soit capable de lire. De la même manière, quand vous racontez votre intériorité à quelqu'un qui n'a pas d'intériorité, il ne peut pas vous comprendre, parce qu'il n'a pas le système intérieur pour capter. C'est pour ça que c'est marqué « En megalim sodot » et là, les chômeurs sodot. On peut raconter des secrets à quelqu'un qui sait garder les secrets. Mais comment tu vas les garder, puisque toi, tu n'as pas le système adapté pour les contenir? De la même manière, au début, quand j'ai donné les cours, il y a 35 ans, j'avais un peu de la peine, parce que je disais, bon, mais pourquoi je me casse la tête à préparer pendant 30 heures des trucs sur lesquels j'ai réfléchi 15 ans? Les gars, de toute façon, je voyais, ça m'énervait. Je faisais un cours de folie, et puis après, les gars, ils disaient, on part en boîte, tiens, j'ai revu Christine. Ça fait de la peine. Alors, j'ai dit à ma femme, c'est Zéra Levatala, je donne ma neshama, et les gars, ils vont en boîte. Alors, ma femme, qui est plus intelligente que moi, elle m'a dit, mais c'est ton problème à toi. Tu vois, tu proposes. Après, j'ai demandé à quelqu'un d'autre, il m'a dit, en fait, t'en fais pas. Ce qu'ils peuvent capter, ils vont le capter. Ce qu'ils peuvent pas capter, ça va passer au-dessus de la tête. C'est pour ça qu'il y a, souvent, il y a des gens qui ont les cheveux relevés comme ça. Bon, moi, j'ai plus de problème parce que je prépare une piste d'atterrissage. Oh, on se moque pas des vieux, s'il vous plaît. Toujours, je me dis, dans 9 ans, je pourrais faire les mêmes blagues. Parce que dans 9 ans, j'aurai 70 ans. Bon, mais c'est quoi l'idée? Non, quelqu'un il m'a dit, celui qui s'occupe des jeunes, il reste jeune. En vérité, je me sens pas vieux. Des fois, je côtoie des jeunes qui sont nettement plus vieux. Bon, maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toi, si tu veux vraiment chercher l'intériorité des choses, ouais, alors il va falloir faire des efforts, faire des sacrifices. Si tu veux l'essentialité, il va falloir sacrifier la superficialité. Si tu veux la finesse, il va falloir sacrifier la grossièreté. Si tu veux la profondeur, il va falloir quitter la superficialité. C'est comme ça. C'est pas que dans la Torah, c'est dans toute la vie. Ouais. Tu peux avoir une vision superficielle des choses. Ouais. Tu peux chercher l'extériorité. Comme des gens, ils veulent se marier. Ils me demandent, est-ce que la fille, elle a des midotes? C'est très difficile de savoir si aujourd'hui, le gars, il veut une fille qui a des midotes ou une fille qui a des midotes. Parce que les midotes, ça veut dire aussi les mensurations. Quelles sont ces midotes? C'est dur. Alors tu fais un petit test, tu dis, tu veux une photo? Il dit, ah oui, ça serait plus simple. Ah, t'as compris que le gars, il va épouser de la viande. Ou alors la personne, elle veut épouser une personne. Donc tu vas regarder l'intériorité ou tu vas regarder l'extériorité. C'est pareil, tu as des enfants. Ben, ils ont 14 ans, ils te déçoivent. Si tu regardes l'extériorité, c'est une source de nerfs. Si tu regardes l'intériorité, c'est une étape nécessaire. Parce que plus la blessure est profonde, et plus la cicatrice est solide. Donc la crise d'ado, elle est nécessaire. D'ailleurs, les gens qui la font pas, ils la font plus tard. À 40 ans, ça s'appelle l'adultère. Ouais. Donc il vaut mieux qu'il la fasse à 17 ans, qu'il fasse sa petite crise, et après il est entouré, ses rabbinim, ses amis, la Torah, le Beth Rabbah, j'en sais n'importe quoi, et il traverse sa crise, et après il est bien. Vous savez très bien qu'une personne a 2 périodes de crise dans sa vie, 14-18 et 39-45. Ça va être la guerre. Maintenant, on espère que ça va se passer le mieux. Mais c'est sûr qu'il y aura des dégâts collatéraux. Vous savez combien il y a eu une mort pendant la guerre?
En tout cas, c'est quoi cette idée-là? C'est que la personne qui va traverser les événements, la personne qui va faire les choix, la personne qui va choisir la personne qu'elle va épouser, la personne qui va décider, qui va orienter, qui va créer, qui va construire, qui va développer, qui va vieillir, eh ben c'est toi. Donc cette personne-là, elle a une dimension cachée et une dimension qui n'est pas cachée. Elle a une dimension qu'elle comprend, elle a une dimension qu'elle ne comprend pas. Maintenant, puisqu'on a dit que dans la Torah, il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles, et que la réalité, elle est la projection de la Torah, donc c'est normal que l'homme qui vient de la Torah, puisqu'il vient du monde, il contient des dimensions compréhensibles et des dimensions incompréhensibles. C'est pour ça que dans la vie, il y aura des situations compréhensibles et des situations incompréhensibles. Maintenant, toi, tu vas t'énerver, tu vas te rebeller, tu vas criser. Tu crises de quoi? C'est comme si tu dis, ouais, j'ai vu la mer après le désert. Moi, quand j'ai vu le désert, j'ai dit, bon, il y a le désert. Après, j'ai vu quoi? La mer. Oh, mais on est vraiment dans la mer. Bon, à Paris, ça fait marrer, mais ouais. C'est pareil, tu vois la montagne et tu vois la Polynésie, d'accord? Tu vois le chaud, tu vois le froid. Ça ne te dérange pas. Ça s'appelle le pluriel. Ça s'appelle accepter la différence. C'est bien. Ou non, tu supportes pas. Maintenant, si tu acceptes qu'il y a l'hiver et l'été, tu dois accepter que dans la vie, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. S'il y a des choses que tu comprends, ouais, ça prouve qu'il y a des choses que tu comprends pas. S'il y a du mal, ça prouve qu'il y a du bien. Parce que Zéler Omazia Saïlokim, Hachem, il a fait les deux. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. Ma parole, un plat d'asperges. Ça va, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Je sais pas, je sens pas la réactivité. Parce que j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Mais si déjà les blagues, vous les comprenez pas, calvahamor, les enseignements. Donc, soyez un peu réactifs. Comme ça me rassure et je suis content d'avoir vécu un jour de plus. Donc si c'est ça, non, j'ai aucune critique à fournir, hein, enfin à faire, c'est juste la réalité, quoi. Donc si c'est ça, on a dit quelqu'un maintenant, il va vouloir comprendre l'intériorité des choses. Ouais. Alors une fois, il raconte le Rav Simcha Zissel, il rapporte un Chazal, qu'il y avait un Rav qui était en train d'enseigner à ses élèves. Puis ils ont fini un chapitre, ou ils ont fini un sefer, je ne sais pas. Et puis, il a proposé, qu'est-ce que vous voulez étudier après? Alors, il a dit Michelet, l'autre, il a dit, je sais pas, Teilim. Et le Rav, il a choisi un enseignement. Et l'autre, il est un peu frustré parce qu'il voulait l'autre sefer. Et le Rav, premier enseignement qu'il a dit, En Adam Lomed et la Bimkom chez Libo Chafetz. Un homme n'apprend que là où son cœur désire. Donc celui qui ne voulait pas, il s'est levé, il a dit, moi je voulais pas ça, il se barre. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un seul ensemble. D'accord? Comme la nature, c'est un seul ensemble. Comme la science. Ça, ils ont fait des spécialités, comme dans la médecine. D'accord? L'autre, il est spécialiste du dos, l'autre, il est spécialiste des os, l'autre spécialiste de la gynécologie, l'autre est spécialiste des poumons. Mais en vérité, le corps, il est un. Vous me suivez ou non? Normalement, tu devrais connaître toutes les médecines pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps. Le mec, il dit, j'ai mal au ventre. Alors le gastro, il va lui dire, vous avez sûrement une inflammation. Le spécialiste des reins, il va vous dire, mais non, en vérité, c'est un problème au rein, mais comme ça se diffuse dans le corps, donc vous croyez que ça vient de là, mais ça vient de là. Le dentiste, il va vous dire, mais vous mâchez trop fort, donc il y a des brûlures, des sécrétions d'acide. Le gynécologue, il va vous dire, écoutez, monsieur, vous avez un problème d'ovaire. Le mec, il dit, mais je suis un garçon. Il va dire, laissez-moi parler, c'est moi le docteur. D'accord? Et dans la vie, c'est pareil. Et dans la Torah, c'est la même chose. La Torah, en vérité, Torah Tachem Temima. La Torah, elle est complète. Donc, quand tu veux comprendre, tu dois comprendre tout. Moi, avant d'être un peu religieux, j'avais une recherche et je comprenais qu'il faut être universel. C'est impossible. Parce que si tu es spécialiste, ça veut dire que tu es bon dans un domaine et nul dans les autres. Et comme il y a plus de domaines que tu ne maîtrises pas que ceux que tu maîtrises, donc tu es fondamentalement nul. Donc, tu es condamné, et en un seul mot, à être bon dans tout. Tu dis, ouais, mais c'est vachement fatigant. Déjà, si tu n'as pas renoncé à la paresse, mon gars, il vaut mieux que tu t'achètes un abonnement à Netflix. D'accord? Donc,
C'est ça la vie. Si tu veux être bon, si tu veux être nul, reste naturel. Mais si tu veux être bon, il va falloir y aller. Il va falloir trimer, il va falloir bosser, il va falloir réfléchir, il va falloir se remettre en cause. Ouais. Je pense que c'est ça le projet d'un homme. Parce que sinon, quel intérêt de vivre? La vérité, quoi? Manger, dormir, bouffer, aller aux toilettes. Quel intérêt? C'est vrai. Tu dis non, mais quand même, il y a des beaux trucs, il y a des paysages, il y a des sandwichs. Alors, si c'est ça, Torah Tachem Temim. Par exemple, vous étudiez la Gemara Souka. Je dis, ben, la Gemara Souka, elle parle de Souka. En vérité, c'est faux. Parce que dans la notion de Souka, il y a aussi des Mechitzot. Et les lois des Mechitzot, tu les apprends de Shabbat. Ok. Après, tu dis, bon, dans la Souka, ce qui est Mekabel Touma, tu ne peux pas l'utiliser pour faire le Srach. Ouais. Alors donc, il faut que tu apprennes aussi Taharot, les lois d'impureté. Après, une Souka, si elle est volée, elle n'est pas cachère. Donc, il faut que tu fasses Bamamtia pour savoir c'est quoi le Gezel. C'est quoi voler? C'est quoi un truc qui est volé, qui n'est pas volé? Parce qu'emprunter, c'est pas volé. Prendre sans l'intention de garder, c'est pas volé. Prendre un objet à quelqu'un qui peut pas prouver que c'est à lui, c'est pas volé. Donc, c'est quoi voler? C'est pas évident. Né vélo chasser, tu profites sans que l'autre ça lui manque, c'est pas volé. Donc, la définition du vol, elle n'est pas claire. Donc, ça veut dire que toi, tu croyais que tu allais étudier Souka. Tu vois que en vérité, quelqu'un qui étudie, il faudrait qu'il ait tout le chasse dans la tête. Et là, ça commence à devenir intéressant. Alors que les gens, bon, ils restent concentrés 2 ans sur Tuvot, 4 ans sur Megillah, 6 ans sur Picsou. Ils essayent, d'accord? Si c'est ça, Rabotai, donc on a un problème. D'un côté, il faut avoir une vision globale, et d'un autre côté, il faut aller dans la profondeur. Comment on peut faire les deux? Et c'est pareil, tu vois une situation. Ouais. Si tu sors la personne de son contexte, donc tu n'as pas la vision globale, tu comprends rien. Et le contexte, c'est important. La preuve, quand on lève le texte, il reste le... Mais d'un autre côté, tu vas aller dans les profondeurs de la recherche expérimentale sur les comportements pour comprendre pourquoi il a agi comme ça. Donc tu vas aller très loin à l'intérieur et très large en global. Et quand tu fusionnes les deux, tu dis j'ai compris. Donc vous voyez que dans tous les domaines, le principe de la chorma, il est pareil. La seule différence, c'est que dans la chorma, il n'y a pas besoin de siyata d'ishmaya. Tu peux être pédophile et très intelligent, ça ne dérange personne, d'ailleurs souvent c'est le cas. Mais dans la Torah, non. Dans la Torah, tu as besoin de siyata d'ishmaya, de l'aide divine, et l'aide divine, elle exige des règles. Il y a la kedusha, il y a la chorma, c'est-à-dire il y a la pureté, il y a la tahara, il y a beaucoup de choses qui interviennent pour que... Ouais, si Rabbi Raphaïm Kanievski, il avait un tel niveau, d'accord, c'est quelqu'un qui préservait son espace intellectuel de toute forme d'impureté. C'est pour ça qu'il a pu absorber une chose qui n'est pas soumise à l'impureté. Mais quand tu mets la Torah et la Touma, bizarrement, soit tu retiens pas, soit tu comprends pas, soit ça te passe au-dessus de la tête. Maintenant, je sais ce que vous me dites. Oui, mais on peut pas trouver le compromis. Mais le compromis, par définition, ouais, c'est celui qu'on t'a promis. Donc tu sais que ça va mal se terminer, puisque c'est le compromis. Comprenez ou non? C'est comme les gens qui veulent un garçon religieux, mais pas trop. Parce qu'il va te saouler, arrange ton kissou, il y a... Ouais. En fait, il veut... Vous m'entendez pas au fond là-bas? Oui, non? Parce qu'il reste quelques places pour les malentendants là. Non, si vous m'entendez pas, la vérité, il faut me le dire, parce que là, je suis en train de m'esquinter. Vous n'entendez pas? Levez la main ceux qui n'entendent pas au fond. Ça va? Ah, vous arrivez à jouer avec le téléphone et à m'écouter en même temps, c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Non, je vous donne un conseil de conférencier. Hein. Quand l'Yetzira vous empêche d'écouter, c'est que vous êtes concerné. C'est un truc de fou, ça. De quoi je parlais, moi? Voilà. Donc ça veut dire que, en vérité, au fond, le compromis n'existe pas. Même la Torah, elle a dit, Natati lefanecha et tachaim vetamavet, j'ai mis devant toi la vie et la mort, au bacharta. Toi, tu dis non, moi je prends les deux, moi je prends la vie et la mort. Ah, j'ai dit, on va se faire une soirée de Kedusha, et si Dieu veut, ça va être l'enfer. C'est un truc bizarre. Ouais. Les gens, ils se mettent tous ensemble, Béardout ou Béhava, ils éteignent la lumière, ils mettent la musique à fond, et après, pour ceux qui s'étonnent encore, ils prennent de l'ecstasy. Comme ça, ils s'extasient. Ils s'extasient. Ouais. Non, tu peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ça marche pas. Ça donne que des mauvais résultats.
Il n'y a pas d'avenir. Le projet, il ne fonctionne pas. Et toi, tu le sais au fond, mais quand même, tu vas en dire, on ne sait jamais. C'est juste pour se détendre, c'est pour faire un petit moment de kiff. Ok, mais sachez que tous les plaisirs du monde existent, mais il faut toujours se demander si ça ne te coûte pas plus que ce que ça te rapporte. Vous me suivez ou non? Parce que si tu perds la moitié de ton cerveau, ouais, ou si tu t'accroches avec la fille, et comme vous avez des sentiments, elle tombe enceinte, et que maintenant tu dis, mais je ne peux pas épouser une Ahmara. Je dis, bah, elle était assez bien pour la mettre enceinte. Elle doit être assez bien pour l'épouser, non? Tu dis, non, c'était juste pour s'amuser. Moi, pour m'amuser, je joue au dé, tu vois. Je joue aux cartes. Je joue pas avec le corps de l'autre, et encore moins avec le cœur de l'autre. C'est très cher. C'est très, très cher. Ça se paye sur des générations. Ouais. Donc, de la même manière, encore une fois, il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. Pourquoi les deux? Si la Torah n'avait mis que des lois incompréhensibles, on aurait dit c'est normal. La Torah, c'est quoi? C'est le Data Iloki, c'est la pensée de Dieu. Alors si déjà Albert Einstein, tu t'étonnes pas de ne pas comprendre, alors tu vas t'étonner de ne pas comprendre Dieu. Je vois des gens, des fois, ils viennent chez moi, Rabbi Chetrit, pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi Dieu il a fait ça? Je dis, Mechila. Déjà, ton frère, tu ne le comprends pas. Ta femme, t'as renoncé. Ta belle-mère, t'as même pas effleuré. Et le bon Dieu, tu t'étonnes. Mais t'as pris de l'acétone ou quoi? C'est normal, tu comprends pas. Eh ben c'est pas grave. C'est comme si Albert, il fait une démonstration. Albert, un gars avec une intelligence relative, d'accord? Il fait une démonstration. Il y a déjà 19 pages là. Toi, tu l'arrêtes. Tu dis, Albert, c'est faux. Alors lui, il se retourne. Il voit la masse de particules élémentaires qui te constituent. Il te dit, dans l'absolu, c'est possible que ça soit faux. Mais ça m'étonnerait que toi, tu puisses le prouver. Et c'est vrai, jamais quelqu'un a interrompu Albert. Même après sa mort, ils ont peur de le contredire. Alors imagine de son vivant. Ouais. C'est comme si Mike Tyson, vous avez déjà vu Mike Tyson? C'était un boxeur, champion du monde des poids lourds. Ouais. Le gars, il est tellement violent que même la photo, elle est violente. On dirait un rhinocéros, mais sans les cornes. Et maintenant, il vient de faire son 74e KO, ce qui était très fort dans les KO, lui. Et toi, il veut pour descendre du ring, et toi, tu montes sur le ring, 64 kilos trempés. Tu dis, vas-y, Mike, frappe le premier. La vérité, le gars, on n'a jamais retrouvé son corps. Il s'est éparpillé. En particules. Pourquoi? Parce que c'est Mike Tyson. Ouais, ça c'est Albert Einstein. Ça c'est un ouragan. Imagine le mec, avis d'ouragan sur Tahiti. Le mec qui se met devant la plage. Allez, vas-y, frappe le premier. Mais baba, c'est un tsunami. Il y a 260 millions de tonnes d'eau qui vont arriver. Des vagues de 28 mètres. Et toi, tu dis, vas-y. Nous assistons à l'enterrement de Maurice. Alors, c'est pas shoot. Ouais. Que si déjà devant Mike, et devant Albert, et devant Maurice, la Yarmo, ouais. Alors, à plus forte raison, devant la Torah. Moi, je dis, il faut avoir la modestie intellectuelle qui permet à tout à chacun de fermer sa gueule. Mais tais-toi. Quand tu te tais, on peut douter de ton intelligence. Mais quand tu parles, on n'a plus aucun doute. Donc tu te tais, tu écoutes et tu apprends. Et c'est ça la vie. Donc si on nous avait dit que toute la Torah, elle contient que des lois incompréhensibles, on aurait dit, bah, c'est normal, c'est la pensée de Dieu. C'est logique. Si on nous avait dit toute la Torah, elle contient des lois compréhensibles, comme la Constitution, elle est faite avec des lois qui sont réfléchies, qui sont décidées, qui sont votées, et qui sont logiques, qui sont adaptées. Ça aurait été bien. On aurait dit c'est normal, puisque la Torah, elle s'adresse aux hommes. Donc, elle doit être adaptée aux hommes. Mais pourquoi mettre à la fois des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles? Pourquoi les deux? Comprenez le malaise ou non? Parce que si vous réfléchissez bien, tous les problèmes qu'on a dans la communauté, ils viennent de ça. Vous prenez 100 juifs, d'accord?
Eh bien, chacun, il est dans une catégorie. Alors, le hyper noir, froum religieux, Nettore Carta, et à l'extrême, l'autre contraire, le dilué, genre il mange un falafel une fois par an, c'est ça sa religion, ouais. Au milieu, vous avez des réformistes, vous avez des agnostiques, vous avez n'importe quoi, toutes les traditionalistes, des consistoriaux, des Barli Tchouva, des Datiléoumi, des Froum. Pourquoi il y a telle disparité? À cause de ça. Parce que les gens qui regardent la Torah comme la pensée de Dieu, ils disent mais on ne peut pas toucher une lettre, donc on est obligé d'appliquer chaque lettre du Shulchan Aruch et de s'adresser qu'à des tzadikim qui, eux, ont perçu l'Esprit de Dieu. Les autres qui pensent que la Torah, en vérité, elle est adaptée à l'homme, ils disent mais si elle est adaptée, elle est adaptable. Si elle est adaptable, elle est réformable. Si elle est réformable, on est réformiste. Vous comprenez ou non? Donc ça veut dire que le bon Dieu, il a pris le risque, avec cette Torah plurielle, de générer une communauté plurielle. Et quand vous réfléchissez à tout ce qu'on perd du pluriel, parce qu'on a quand même 80% d'assimilation par génération, et ça vient de quoi? Ça vient du pluriel. Ça veut dire qu'Hachem, il a plus à gagner de ce qu'il perd, et il perd énormément. Alors qu'est-ce qu'il gagne? Il faut faire le compte. Ça va? Donc, on a dit que, qu'est-ce qu'il a dit le Rav Simcha Zissel? Ikar pnimiut divrei harav ena nishmain ela letalmid hachafez beyoter lishmoa. En vérité, d'aller chercher la profondeur, ça va dépendre de la soif. Ça s'appelle bakashat hachorma, la recherche de la sagesse. Ouais. Maintenant, si quelqu'un, il va être intéressé à apprendre, c'est parce que celui qui lui enseigne, il est intéressant. Moi, j'ai un problème. C'est que je sais que la capacité de concentration, elle est de 6-7 minutes. Et moi, j'ai 1h30 pour vous faire passer 8 ou 9 ans d'enseignement. Donc, comment je vais faire ça en 6 minutes, 7 minutes? Donc, en fait, c'est un espèce de cycle. Je vous donne un hidouche, je vous donne une dimension philosophique, je vous donne une dimension psychologique, je vous donne une blague. Et hop, c'est un cycle. Maintenant, il y a des gens qui vont être accrochés à la blague. Ils vont dire quand est-ce la prochaine? Il y a des gens, c'est le côté psycho qui les intéresse parce qu'ils, justement, ils ont un problème de développement personnel, donc ça les interpelle. Il y a l'autre, c'est le côté philo, mais sans aucun engagement religieux. Et l'autre, il veut se rapprocher de Dieu et comme il n'a pas l'occasion de faire 10 heures d'études par jour, donc il voudrait qu'on lui donne les raccourcis, la porte de derrière pour aller directement vers le bon Dieu. Donc les 4 dimensions, elles existent. Alors ça s'appelle un discours pluriel. Ouais. Et chacun, il va capter. Maintenant, moi, je n'ai pas de malaise par rapport à ça. Parce que j'ai des gens qui ont fait une grande teshuva et qui aujourd'hui sont roche kollel et qui n'ont fait teshuva qu'avec les blagues. Carrément, il a avancé la cassette pour écouter la blague, le gars. Mais la blague, elle contient exactement le même message. Ouais. L'autre, il a vu le côté psycho. Après, quand il a vu que l'origine du psycho, il est dans le Chazal, et que le Chazal est dans la Gemara, et que la Gemara, elle s'est basée sur un passouk, le passouk qui vient de Dieu, il a dit, bah attends, dis-moi, mais c'est de la religion. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention, aujourd'hui, c'est très à la mode, des gens qui font du coaching, genre basé sur la Torah. Mais en vérité, ils ont fait que des études goy. Donc, ils vont pas te dire l'esprit de la Torah, ils vont te dire l'esprit goy avec une kippa sur la tête. Et ça, c'est dangereux, parce que tout le monde sait que nous, on a fait une croix dessus, a priori. Dans tout, c'est pareil. Donc le gars, il peut attraper par le psycho, il peut attraper par le philo, il cherche la philosophie. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de philo dans ma vie. Bon, pas dans les livres, mais j'en ai fait beaucoup. Et si vous voulez de la profondeur, vous voulez planer, c'est pas la peine de prendre des substances. Hein. Je vais vous faire planer en 4 minutes, vous allez partir dans le temps absolu, le temps relatif, vous allez dire, où on est parti là. Ouais. Donc tout existe. Il dit, maintenant, il dit, ça n'est possible que parce que vous êtes intéressé. Mais pour que vous soyez intéressé, il faut que l'enseignant il soit intéressant. Et pour que l'enseignant soit intéressant, il faut que lui-même soit intéressé. Maintenant, quand l'enseignant est intéressé, donc il devient intéressant, vous êtes intéressé, et bizarrement, même pour l'enseignant, vous devenez intéressant. Pourquoi? Parce que votre soif d'apprendre, elle est projetée dans la tête de l'enseignant
pour créer des connexions dans son cerveau auxquelles il n'avait pas pensé. C'est pour ça qu'on dit Mitalmida yoter mirabotai. J'ai appris plus de mes élèves que de mes maîtres. C'est quand tu vas confronter ton enseignement à des gens qui réfléchissent, évidemment, si c'est un troupeau de bœufs, c'est pas intéressant. Mais si tu donnes à des gens qui réfléchissent, comme ils vont réfléchir, même s'ils n'ouvrent pas la bouche, ouais, ils vont générer dans ta tête des connexions et tu vas avoir des chidushim qui vont venir. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Dvarim, Ayotsim, Minalev, Nirnasim, l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Mais les gens, ils ont l'habitude de croire que ça veut dire Dvarim, Ayotsim, Minalev, ça veut dire Alev. Ouais, la passion, les sentiments, le regesh. Genre, la nuit, tu cries dans les rues, Gabriel, Gabriel. Non. Ça, c'est une autre philosophie qui s'appelle Johnny. Non. Dvarim, Ayotsim, Minalev, c'est quoi le lève? Oui, on l'a expliqué plusieurs fois pour les redoublants, je m'excuse. C'est pas le regesh, c'est pas le sentiment, c'est pas la passion. Non, le cœur, c'est le centre de la personne. Akol novea me'alev, tout vient du cœur. Vous vous rappelez l'exemple du compas ou non? Vous connaissez le... Non? À part toi. Non? Bon, écoutez ça. Il y a une petite vidéo qui dure 7 minutes. En fait, on a prélevé un morceau d'un cours à moi. Et cette vidéo, elle fait un massacre sur Internet, notamment chez les francs-maçons. C'est un phénomène. Et des présidents de loges maçonniques qui m'ont dit, vous savez, quand on fait un gros séminaire avec 300 personnes, on leur passe la vidéo du cercle et après on en débat pendant 2 heures. Alors qu'en fait, la vidéo, elle dure 7 minutes et elle est basée sur une phrase du Maharal. C'est-à-dire une phrase du Maharal, ça de quoi de faire réfléchir des gens qui, attends, c'est des professeurs, des médecins, des chercheurs. C'est pas des bahas, hein. Donc je vous donne l'image. Le Maharal, il dit que l'homme ressemble à un cercle. Avec quoi un trace un cercle? Avec un compas. Le compas est un outil très très intelligent. Ouais. La preuve, c'est que son nom en verlan l'exprime très bien. Et le compas, il a 2 pointes. Une pointe qui pointe mais qui n'écrit pas, et une pointe qui écrit mais qui ne pointe pas. Le crayon, il glisse, la pointe, elle plante. Ok. Maintenant, quand vous tracez un cercle, vous plantez la pointe et vous tracez le cercle. Le cercle, c'est quoi? C'est ce qui va apparaître. C'est quoi? C'est en fait une droite dont les 2 extrémités se rejoignent. Une droite, c'est quoi? C'est un ensemble de points. Ces points, ils sont tous reliés au centre du cercle par ce qu'on appelle le rayon. Maintenant, le rayon, c'est quoi? C'est le lien entre la pointe, qui correspond à la achlata, la décision, et le point dans le cercle qui correspond à la réalisation. Maintenant, toujours Rav Dessler, il dit achlata zechatzi asiya. Ouais, la décision, c'est la moitié de la réalisation. Quand vous connaissez la démarche de réalisation, c'est-à-dire que vous avez l'acte à l'extérieur, la parole à l'extérieur, l'attitude à l'extérieur, qui est le fruit d'une démarche qui est passée par une vocalisation, et avant ça, par une réflexion, et avant ça, par une impulsion. Ouais. Et cette impulsion, elle est où? Elle est au niveau de la pointe du compas, au niveau du centre du cercle. Ça va? Le problème, ça s'appelle la traçabilité. Maintenant, tu es censé, quand tu es quelqu'un de normal, savoir quand tu as dit quelque chose, pourquoi tu l'as dit. Quand tu as fait quelque chose, pourquoi tu l'as fait. Quand tu as pensé quelque chose, pourquoi tu l'as pensé. Les 3/4 des gens, ils disent, écoutez, je sais pas, j'avais un truc, il fallait que ça sorte. Non, toi, tu confonds parler et rôter. Ça n'a rien à voir. C'est aussi une forme d'expression, puisque grâce à ça, on sait ce que tu as mangé à midi. Mais ça ne s'appelle pas parler. Parler, c'est exprimer. Ouais. Donc, de la même manière, tout ce qui va apparaître dans ta vie, c'est le cercle. Ça va être le fruit du centre. Ouais. Le centre, dans le langage des Khamim, s'appelle le lève, s'appelle le cœur. On dit en français le cœur du problème, le cœur de la ville, le cœur du fruit. Vous avez bien compris que la ville, elle n'a pas un cœur qui est en train de battre. Donc, quand on dit Akol Novea Me'alev, tout vient du cœur. En vérité, c'est l'essence de ton être. Moi, j'appelle ça la source de l'impulsion première, le centre décisionnel. Maintenant, ce centre décisionnel, d'où tout part, les événements qui vont être développés t'appartiennent seulement si c'est toi qui es aux commandes. Très important. Donc ça, c'est un autre cours que je ne vais pas refaire parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà écouté. Ouais. Mais vous pourrez l'écouter. Ça s'appelle le droit d'être, le respect de soi, exister. Vous allez sur ma chaîne YouTube.
vous marquez exister, il y a plusieurs cours. Écoutez-les avant de mourir, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Puis si vous voulez épouser quelqu'un qui existe et coexister avec quelqu'un qui existe, essayez d'exister avant. Parce que vous ne pouvez pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas si vous-même n'existez pas. Maintenant, ne confondez pas être vivant et exister. Parce que exister, c'est être à l'extérieur. Ça s'appelle se réaliser. Non, tu peux rentrer dans la réalité quand il y a quelqu'un dedans à réaliser. Mais s'il n'y a personne dedans, et comme le mot personne veut dire personne et personne, donc si tu n'as pas développé ta personne, donc tu es personne, et quand tu es personne, tu ne dois pas t'énerver de ne pas avoir le respect qui est dû à la personne, puisqu'au fond, tu sais que tu es personne. Voilà, c'est le début de la thérapie. C'est bien. En tout cas, pour rester concret en un seul mot, c'est que le compas, il exprime très bien cette idée. C'est que vous pointez le compas, vous tracez le cercle. Maintenant, vous qui êtes des esprits aiguisés et rapides, est-ce que ce même cercle, je peux le tracer, mais en mettant le compas en dehors du cercle? Non, si je mets pas le compas, excusez-moi, la pointe en dehors. Si je mets la pointe en dehors, je vais tracer un autre cercle, mais ce cercle-là, je ne peux le mettre qu'en mettant la pointe à l'intérieur. Maintenant, mon cercle, vous avez compris que c'est ma vie. Ouais. Maintenant, ma vie, elle est le fruit de quoi? De mon choix, de mon influence. Donc, ce que vous tracez, en français, ça s'appelle mon cercle d'influence. Si vous avez le bras long, vous pouvez élargir votre cercle d'influence. Il y a des gens qui vont influencer 50 000 personnes dans le monde, et il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire asseoir leur chien. Couchez! Couchez! C'est bizarre, non? Tu as son cercle d'influence, il est très restreint. L'autre, son cercle d'influence, il est très large. C'est toi qui décides. Il y en a qui gèrent 4 milliards de personnes sur leur site internet, et des gens qui comprennent pourquoi, ils comprennent même pas pourquoi la peinture, elle tient sur les métals. C'est comme ça. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que quand vous tracez un cercle, encore une fois, la pointe, elle est toujours à l'intérieur du cercle. Parce que si la pointe, elle est en dehors du cercle, donc c'est à cause de, ou grâce à, que vous tracez votre cercle. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on peut tracer un cercle qui est plus petit que la pointe du compas? Non? Vous hésitez quand même, hein? Je vais peut-être baisser le niveau. Mais non, on ne peut pas faire un cercle plus petit que la pointe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être plus nul que son potentiel. Maintenant, il y a des gens, leur compas, il est spécial. Il a 2 pointes. Donc, quand ils se pointent, ceux-là, et qu'ils se plantent, ils ne bougent plus. Et pour exister, ils sont obligés de déchirer tout ce qu'il y a autour. Il y a des gens, leur compas, il y a 2 crayons. Donc, ils n'arrivent pas à pointer, ils glissent. Donc, quand ils font un cercle, automatiquement, ils en font un deuxième en même temps. Alors, chez les gens moyens, ça s'appelle une double personnalité. Chez les graves, ça s'appelle des bipolaires. Parce qu'en fait, ils ont 2 vies. À la maison, ils ont l'accent marocain. Au travail, ils ont l'accent breton. Je dis, mais comment tu fais? 10 ans d'orthophonie. En fait, c'est des gens qui ne sont pas eux-mêmes. Ouais. Donc, dans cette logique-là, si vous comprenez ça, de la même manière, toi, tu veux aller chercher l'intériorité des choses. Il dit, on a dit, Tvarim ayotsi minalev. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en train de vous enseigner. C'est épuisant d'enseigner. Parce que le cours, je le connais par cœur. Je l'ai fait il y a 25 ans. Je pourrais vous le redire comme ça. D'ailleurs, vous voyez bien ma feuille. Mais moi, je ne veux pas vous l'enseigner, moi. Moi, je veux vous l'imprégner. Je veux vous l'irradier. Je veux vous brûler le cerveau avec. Donc, pour que ça vous brûle le cerveau, il faut que ça parte de très loin à l'intérieur. Sinon, on va faire un échange intellectuel. Je peux vous dire, la même chose, le même cours. Mais sans investissement, sans énergie, sans rien. Au niveau échange culturel. D'accord? Moi, je parle, vous écoutez. Donc, ça passe de ma bouche à votre oreille. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, votre oreille. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Elle sert juste à porter vos lunettes. Quel intérêt? Ah, je pourrais dire, bon, on va faire de mon cerveau à votre cerveau.
On va faire un échange intellectuel. Je pourrais faire de mon cœur à votre cœur, c'est-à-dire au niveau vibration. Des émotions. Je suis touché. Oh là là, Laura, j'ai envie de pleurer. Ça m'a touché. J'ai envie de changer. Ou alors tu vas encore plus loin du cœur. Parce qu'à l'intérieur, vous comprenez qu'il y a tout le disque dur là. Il y a la carte mère. Il y a le processeur. Il est là, le processeur. Ouais. Donc vous, si moi je vais chercher très loin, chez moi, ça va très loin chez vous. Ça s'appelle Dvarim Ayotsim Minalev, Nirtnasim l'élève. Mais si ça part de très superficiel de chez moi, ça va très superficiel chez vous. Et si vous allez dire, bon, la vérité, qu'est-ce que ça change? On est juste là pour un cours, on passe une soirée plus ou moins sympathique, vu que ce soir, il n'est pas très marrant. D'accord? Mais je vous dis un secret. Un jour, vous allez dire à quelqu'un, je t'aime. L'autre, il va le ressentir. Ça va dépendre d'où ça vient. Un jour, vous allez parler à votre enfant. Il va vous écouter ou non. Ça dépend d'où ça vient, parce que les enfants ne comprennent rien, mais ressentent tout. Donc l'enfant, il ne comprend pas ce que tu dis, mais il ressent ce que tu penses. Mais quand toi, tu ne dis pas ce que tu penses, pourquoi? Parce que tu ne penses pas à ce que tu penses. Mais tu dis ce que tu penses devoir penser. Donc tu ne penses pas ce que tu dis. Comme tu ne penses pas ce que tu dis et que l'enfant, il n'entend que ce que tu penses, il n'entend rien. Et toi, tu lui dis, pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? Maintenant, si l'enfant, il avait la maturité, tu dirais, mais tu ne dis pas ce que tu penses. Moi, j'ai dit ça une fois à un rave, un responsable de communauté. Bon, il a mal pris, le pauvre. Mais c'est vrai, il m'a dit, ouais, je comprends pas, je fais des cours, les gens, ils m'écoutent pas. Je lui ai dit, mais c'est normal. Je dis, parce que vous dites pas ce que vous pensez, vous dites ce que vous pensez devoir penser. Alors, il faut savoir que l'essentiel de la pensée n'est pas exprimé par la parole. Sauf ma'aseh, bemahashava, techila. La fin d'un acte est dans la pensée au départ. Le mot mahashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Donc je vous donne le secret. Si toi, tu penses, tu es un gars intellectuel, tu es une fille qui réfléchit, tu as fait 10 ans de psycho, 4 ans de philo, 10 ans de Gemara, tu peux être quelqu'un qui réfléchit. Mais tant que ta pensée n'est pas chashuva pour toi, oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu penses, mais tu ne penses pas ce que tu penses. La preuve, c'est que tu vis pas en fonction de ce que tu penses. Comme le gars, il va dire à sa femme, je t'aime, mais il la frappe. Ben, il l'aime pas, c'est pas grave. Le mec, il la regarde pas, il arrête pas de regarder ailleurs. Il dit, bon, j'ai un gros Yetzara. Mais non, c'est pas que t'as un Yetzara, c'est que t'es pas marié. Le mec, il est honnête jusqu'à 1 million d'euros. Il est malhonnête. Tu dis, non, avant 1 million, je suis très honnête. Là, je fais attention, chaque shekel. À partir d'1 million, il y a quelqu'un qui va mourir aujourd'hui. Donc en fait, tu es malhonnête. Le gars, il étudie la Torah, sauf quand il fait froid. Sauf quand c'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Sauf quand il n'accroche pas avec le rave. Sauf quand c'est pas le moment. Sauf quand c'est difficile. Sauf quand il y a des soldes sur les costards. Donc quand on enlève tous les saufs, il reste rien. Vous comprenez cette logique ou non? Maintenant, il faut apprendre. Et c'est dur, hein. Là, je vous parle comme à mes enfants. Il faut apprendre à faire ce qu'on dit. Ça s'appelle l'honnêteté. Il faut apprendre à dire ce qu'on pense. Ça s'appelle la cohérence. Il faut apprendre à penser ce qu'on pense. Parce que le bon Dieu, il ne tient pas compte de ce que tu penses. Il tient compte de ce que tu penses. Donc, il ne tient pas compte de ce que tu penses penser. Maintenant, le problème, c'est que pour avoir la capacité intellectuelle de se rendre compte que tu ne penses pas ce que tu penses, il faut que déjà tu sois assez étranger de toi pour que par le recul, tu mesures combien tu te fous de ta gueule. Maintenant, je vous dis la vérité, ne le prenez pas mal, mais les 3/4 des gens ne le font pas. Ils vivent par impulsion, ils vivent par réaction, ils vivent dans le regard de l'autre, ils vivent dans la pression sociale, ils vivent sur les réseaux sociaux. Mais eux-mêmes, est-ce qu'ils sont à l'origine du point? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont en décision ou ils sont en réaction? Moi, j'avais 15 ans, j'étais jeune. J'ai levé les yeux, j'ai dit Hachem, je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. Je me suis dit, bon, ça change tout.
Parce que si vous parlez français, réaction, c'est réaction. Réaction, c'est réagir. Réagir, c'est réagir. Réagir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a agi et toi, tu as agi en fonction de quelqu'un qui a agi. Donc, si tu n'es pas en maîtrise de ton action, puisqu'elle n'est qu'une réaction, donc c'est l'autre qui vit ta vie. Et toi, tu vis en décalé de la vie de l'autre. Alors que quand tu vis en décision, ça veut dire que ton action, elle est le fruit de ta décision. Donc, la vie, elle démarre de toi. Donc, je rigole des gens qui disent « je fais ce que je veux ». Mais je fais ce que je veux, Baba. Il faut un jeu dedans qui est construit, un jeu dehors qui est le fruit du jeu dedans. Il faut une action qui est maîtrisée et une volonté qui est maîtrisée. Ça fait 4 éléments. Le 5e, vous avez vu le film, d'accord. Alors, les « je fais ce que je veux ». Ah, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais qui a parlé? Qui? J'ai entendu un P, moi. De qui a parlé? C'est pour ça que ça fait marrer quand les gens disent « ouais, mais de toute façon, tu sais, je suis une adulte, j'ai 18 ans. » T'es né il y a 6 mois, chérie. Et au moment où tu as voulu exister, ils sont venus les réseaux sociaux, l'ambiance, les chansons, les trucs, les crises, les nerfs, la découverte du sexe opposé, la peur, la religion, la peur de l'avenir. En vérité, tu es dans un tel brouillard de khara. Et tu viens, tu me dis, je fais ce que je veux. Toi, tu crois que tu fais ce que tu veux, toi. Mais t'es même pas né. Moi, j'avais tellement peur d'être un CON. À 14 ans, j'ai commencé avec des proverbes. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxièmes années d'Hippocagne. Et toi, la philosophie, tu crois que c'est une sauce? Ou un café? Philosophie, ouais. Et tu penses que tu as fait des choix? Encore une fois, j'insulte personne, je rabaisse personne. Mais si tu ne te donnes pas les moyens d'être quelqu'un et d'être toi-même, mais t'es personne. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent comme des robots, comme des animaux. Ils se côtoient, ils se truquent, ils se marient. Chimiquement, ils font un bébé. Après, il y a les loyers, les trucs. Après, paye la bar mitzvah, truc. Après, paf, burn-out. Là, il va chez le psy. Et le psy commence à lui parler. Parlez-moi de vous. Le mec, il n'a rien à dire. Il dit alors, j'existe pas. Il a découvert qu'il est personne. 43 ans. Ça fait 42 ans de coma. Alors, pour quelqu'un qui prétend faire ce qu'il veut, et quelqu'un que soi-disant c'est son choix ou c'est pas son choix, mais quel choix? Pour avoir un choix, il faut avoir une alternative. Mais si tous tes choix sont pris par tes nerfs, ou par ton Yetzirara, ou par ton ignorance, ça s'appelle pas un choix, ça s'appelle un non-choix, le contraire. Et le non-choix génère le stress. Regarde, tu prends des non-choix, tu les mets en boîte avec de l'huile, tu as vu comment ils sont stressés? Ça s'appelle des boîtes de non-choix. Donc tout le monde parle du bonheur, tout le monde parle de la joie, mais Rabotaï, c'est pas shoot que le bonheur, c'est la bonne heure. Et la bonne heure, c'est d'être à l'heure. Qui c'est qui est à l'heure? Celui qui est au présent. C'est qui le présent? C'est le temps? Non, c'est d'être présent. Maintenant, quand tu n'es pas présent parce que tu es absent, comment en étant absent, tu peux répondre présent à un présent qui s'adresse à ton présent? Tu dis, ouais, mais ça va un peu vite. Eh bien, bienvenue au monde du cerveau, Baba. Parce que avec un cerveau rapide, avec un équilibre, avec une croyance forte, avec une joie de vivre, avec de l'amour, ouais, avec la Siyata d'Ishmaïa, c'est dur la vie. Mais alors, brel, lourd, fatigué, fainéant, analphabète, débile, shooté et déglingué à la vodka, parce que les gens ils confondent kavod et vodka, bien que c'est les mêmes lettres. Mais quand la vodka elle rentre, le kavod il sort. Mais tu dis, c'est l'Irvot Shabbat. Mais on est mardi. Ouais, mais c'est un mardi l'Irvot Shabbat. Moi, la vérité, moi, vous êtes comme mes enfants. Hein. Quand je vois des jeunes, même des jeunes filles, hein, qui se tapent des verres de vin comme ça, j'ai envie de faire Kaddish sur leur cerveau. Hein. Ben, je te dis, encore une fois, avec l'esprit éveillé. Moi, j'étais tellement cinglé que quand il faisait trop chaud dans une pièce, je sortais parce que je sentais que mon cerveau allait moins vite. J'ai appris à réfléchir à 4 sujets en même temps. Tu parles avec quelqu'un, tu réfléchis à ce que tu dis. Tu as un sujet dans la tête philosophique global que tu réfléchis sur la notion de temps. En même temps, tu développes un raisonnement pour amener à un certain type de démonstration. Et en même temps, tu réfléchis pourquoi est-ce que le bois, il absorbe plus que le métal? C'est-à-dire la densité moléculaire qui empêche les molécules de peinture de pénétrer. Les 4 en même temps, pour vivre 4 fois la même seconde.
Tout ça pour être prêt à 20 ans au moment où on demande de faire des vrais choix. Donc quand le mec a 19 ans, il lâche la PlayStation et il se demande, mais alors je vais faire quoi dans ma vie? Calimero. C'est trop injuste. Donc ici, regardez ce qui est marqué. Dvarim ayotzi minalev. Ce que tu vas voir dans ta vie, ouais, c'est ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est ce que tu contiens. Tu veux quelqu'un de fin, deviens fin. Tu veux quelqu'un d'intelligent, deviens intelligent. Tu veux quelqu'un de respectable, deviens respectable. Tu veux quelqu'un d'admirable, deviens admirable. Les gens disent non, je vais rester nul, mais si Dieu veut, je vais aller chez Rabbi Yonatan Ben Uziel, je vais manger des mezuzot. Arrête. Non, des infusions de mezuzot. Tu vas chez un sophère, tu dis demande des mezuzot qui ne sont pas cachères, et tu fais tous les soirs une infusion et tu bois. Shem Shamay. D'abord, tu vas avoir des maux d'estomac extraordinaires. Et à part ça, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut aller, il faut se construire. Donc vous avez compris que c'est les choses qui sortent du cœur qui rentrent dans le cœur. Mais avant de se demander comment elles vont sortir de ton cœur, il faut d'abord se demander comment elles vont rentrer dans ton cœur. En français, on dit prendre à cœur plutôt qu'à carreau. Ouais. Tu prends à cœur. Tu vas chercher, tu fais des maths, tu fais à fond. Tu fais de la philo, tu fais à fond. Tu fais de chouva, tu fais à fond. Tu fais de la gemara, tu fais à fond. Et toi, tu fais tout. C'est comme le mec qui a visité la Chine en avion. Comment c'était? Rapide. Ouais. Mais qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu maîtrises? Est-ce que toi, déjà, toi-même, tu te connais? Ah, c'est pas évident, je me découvre tous les jours, grâce à des rencontres, les gens, ils me mettent le doigt sur des sujets qui me dérangent, donc ça me permet de savoir. Mais pourquoi t'as pas de miroir chez toi? T'as pas de cerveau? Tu peux pas installer un deuxième toi qui se met dehors et qui t'analyse en temps réel? Tu peux pas apprendre toi à développer ce moi qui va s'occuper de ton moi pour que ton moi il devienne toi. Fais-le! Et plus tu le fais, plus tu te connais. Plus tu te connais, plus tu te respectes. Plus tu te respectes, plus tu t'affirmes. Plus tu t'affirmes, plus tu te renforces, plus tu te renforces, plus tu prends la confiance en toi. Après, tu dis, ouais, mais justement, j'ai pas confiance en moi. C'est pour ça que je cherche quelqu'un qui va me protéger, qui a 10 ans de plus que moi, parce qu'il va remplacer mon père. Ça sera mon menteur. Non, Rav, mon menteur, mon mentor. Quand on est mentor, on a une grande tentation d'être menteur. Moi, je sais l'influence que j'ai sur les gens. J'ai fait un effort perpétuel d'objectivité pour ne pas profiter de cette influence. Parce que j'en ai vu des mentors qui sont menteurs. Parce que c'est tellement facile. Vous savez, c'est très compliqué de savoir si c'est l'imbécile qui génère la création de l'intelligent ou du malin, ou c'est le malin qui manipule l'imbécile. Très compliqué de savoir. D'où ça démarre. Vous savez ou non? Mais en tout cas, on est sûr qu'il y a les deux. Donc si c'est ça, qu'est-ce qu'on a dit maintenant dans la Torah? Il y a des lois compréhensibles, des lois incompréhensibles. L'attitude qu'on a envers les deux lois n'est pas pareille. Pourquoi? Parce que, il dit Rav Simchazi seul, quand tu comprends quelque chose, automatiquement tu le dénigres. C'est comme ça. Quand tu ne comprends pas quelque chose, par exemple l'inconnu, c'est souvent symbolisé par le noir. Tu es dans une caverne et tu entends... T'as peur. Pourquoi t'as peur? Parce qu'il fait noir. Donc tu sais pas si c'est un monstre ou là si c'est un cousin d'Harry Potter. Tu sais pas. Mais si la lumière est allumée et que tu repères et tu vois un petit oiseau comme ça qui est en train de grignoter un fil, tu dis oh qu'est-ce que c'est ça? Mais en vérité c'est le même danger. Ouais. La différence c'est quoi? C'est que dans le noir tu as l'inconnu, ouais, et dans la lumière tu vois. Maintenant la différence entre le vécu de l'inconnu et du connu, c'est 50% le manque de confiance en soi, 50% le manque de croyance en Dieu. Maintenant, tu es condamné à développer les deux. Parce que sur la partie que tu maîtrises dans la vie, tu dois avoir un quotient intellectuel puissant qui te permet de maîtriser ce que tu peux comprendre. Et sur ce que tu ne comprends pas, tu es obligé d'avoir la émouna, sinon tu vas péter un câble. Et pareil, donc quand tu vas faire quelque chose, il faut que tu sois concentré
sur ce que tu peux faire, de le faire au mieux possible. Mais si toi, tu es déçu du résultat, c'est parce que tu croyais que le résultat dépendait de toi. Et ça, c'est une erreur. Parce que sur l'Aïchtadlout, sur l'effort, il faut avoir confiance en toi, mais sur le résultat, il faut avoir confiance en Dieu. Tu dis, j'ai pas confiance en Dieu. Eh bien, prépare-toi à être déçu. Parce que dans toute la vie, il y aura toujours des parties que tu comprends et des parties que tu comprends pas. Un enfant, tu lui as expliqué 3 trucs, il est devenu indépendant. L'autre, tu l'as assisté, surassisté, il est devenu complètement bloqué de la tête. Orgueilleux, petit, caractériel et laxatif. C'est-à-dire, il génère chez toi une facilité de transit incroyable. Tu dis, mais pourquoi ? Donc, les qualités dont je vous parle, ce n'est pas des notions intellectuelles qui seraient intéressantes de retenir. Non, c'est des conseils de vie qui vont te permettre de traverser la vie. Si tu vas en Amazonie, il faut te faire vacciner. Prépare-toi aux grandes chaleurs. Prends des produits pour les moustiques. Il y a des serpents dans la jungle. Il y a des alligators dans l'eau. Il faut le savoir. Tu dis non, c'est bon, je ne suis pas débile. À Odonkolo, nous assistons à l'enterrement d'une partie de Maurice, puisque le reste a été bouffé par les crocodiles. Ouais. Donc toute la vie, c'est comme ça. Donc maintenant, regardez. Les lois que tu comprends, tu les dénigres. Les lois que tu comprends pas, tu les respectes. Les personnes que tu connais pas, on te dit, tiens, je vais te présenter Bill Gates. Tu dis, attention, c'est Bill Gates, le mec. Ouais. L'autre, le Steve, là, qui avait bien fait son job. Steve Jobs. Comment un mec comme ça, qui est mort en laissant 313 milliards de dollars, déjà, comment il a pu mourir ? C'est vrai, non ? Tu dis, il avait un cancer, mais il avait qu'à s'acheter un corps. C'est-à-dire que même lui, il a croqué la pomme. Je pense qu'il a répondu à l'appel. Je ne comprends pas, vous avez des iPhones, vous n'avez jamais pensé à ça ? Vous avez compris l'idée ou non ? Donc ça veut dire, et ça c'est très très important, que quand c'est quelqu'un que tu connais pas, t'es impressionné, t'es paralysé, tu fais sur toi. Quand c'est quelqu'un que tu connais, tu dis, qu'est-ce qu'il a de spécial, ça va. Même arabe, moi j'ai vu ça, ouais. Le gars, il était, je sais pas moi, il était à l'école avec Raphaïm, il dit, ça va, il est chacham. Mais un gars qui le connaît pas, il dit, tu sais qui c'est Raphaïm, il finit le chasse tous les ans. Oui. Pourquoi les choses que tu connais, ça t'impressionne pas ? À la limite, tu les méprises. Regardez comme à l'école, rappelez-vous, quand le prof il disait, on va attaquer les logarithmes. Oh non, monsieur, oh non, on vient de finir les fonctions, on va mourir. C'est trop difficile. Au moins un an de traitement post-traumatique. Allez, ouvrez vos cahiers, on attaque. Donc avant de faire les logarithmes, tu trouves ça horrible. Quand tu les as fait, qu'est-ce que tu dis à ton frère ? C'est nul, les logarithmes, c'est bidon. Tac, 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 tac. 3 calculs, 3 trucs. Pourquoi avant, c'était impossible et après, c'est nul ? Pourquoi il n'y a pas un rapport normal ? Je connais pas, je connais. Non, quand tu connais pas, ça doit être un truc de fou. Comme si, psychiatriquement, on est toujours obligé de se situer par rapport à la connaissance. Et que l'ignorance est très mal vécue et que la connaissance, elle devient un outil de dénigrement. C'est bizarre. Alors je vous dis pourquoi. Parce que dans l'intellect, je vous donne une image, ça va plus vite. Moi, des gens, ils viennent, ils me posent une question. D'accord. Alors moi, je suis poli. D'accord ? Je suis élevé par mes parents, je suis un gars sérieux. Donc quand quelqu'un me pose une question, moi, je donne une réponse. Ça va ? Mais souvent, les gens, ils ont honte de dire qu'ils ont un problème. Donc ils disent, Rav, j'ai une question. Mais en fait, ils n'ont pas une question, ils ont un problème. Maintenant, quand ils posent la question, il faut que toi, tu trouves le problème qui est derrière la question et que tu leur donnes non pas une réponse, mais une solution. Parce que qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ta réponse puisqu'ils veulent une solution ? Si toi, tu es rigoureux intellectuellement et que quand tu te poses une question, tu leur donnes une réponse, donc tu leur as pas donné une solution, qu'est-ce qu'ils disent ? Le Rav, il n'a pas compris mon problème. Mais c'est toi qui es malhonnête. Si tu viens, tu me dis j'ai un problème, moi je réponds à ton problème. Mais si tu me dis j'ai une question, moi je réponds à ta question. La question elle est, quand est-ce que la question est devenue un problème ? C'est très simple. Une question, c'est rien.
c'est une formulation interrogative, c'est l'organisation d'une lecture d'un phénomène, c'est délimiter un ensemble de principes qui font qu'une interrogation apparaît, c'est ça une question. Mais quand la question elle est mal vécue, quand la question elle dure, quand la question elle te remet en cause, elle devient un problème. Donc en vérité, la dimension psychiatrique que tu as rajoutée à la question, elle change la nature de la question. Vous me suivez ou non? C'est comme un mec qui a une question. Il dit « Ah, j'ai une question », tu lui réponds. Le mec il dit « Ouais, oui, ouais. » Il te pose la question. Tu dis « Reviens dans 4 ans ». 4 ans après, il repose la question. Tu donnes la réponse, la même réponse que tu lui aurais donnée au bout de 3 minutes. Ouais, il dit ah, « Oh non, c'est pas si évident que ça. Hein. Attendez, c'est un peu simpliste, c'est réducteur, c'est beaucoup plus compliqué. » Pourquoi? Parce que la question, elle a mal vieilli. Donc elle s'est enrobée de gava, de complexe, de malaise. Ça s'appelle le malaise de l'ignorance. La souffrance du doute. Oui, la complexité de ne pas savoir. Donc maintenant, elle est devenue un problème. C'est pour ça que quand tu réponds à une question, il faut d'abord rassurer la personne sur la valeur de sa question pour qu'en étant valorisée, elle accepte son problème pour qu'ensuite elle a assez confiance pour accepter la solution que tu vas lui donner à son problème qui répond à sa question. Si vous allez me dire encore une fois, oui, c'est très théorique, le cours il est enregistré. Si vous êtes des gens malins, vous laissez décanter 2 ou 3 jours. Après, vous prenez un cahier, vous écrivez. Et vous travaillez dessus. Et quand dans 5 ans, votre fils ou votre fille va vous poser un problème, ne faites pas semblant que c'est une question. Quand vous-même, vous allez vous écouter parler, vous allez dire en vérité, j'ai un problème. Pourquoi je dis que j'ai une question? Les gens disent, ouais, j'ai une question sur la Torah, j'ai une question sur Dieu, j'ai une question pourquoi mon père était malade, pourquoi les tzadikim souffrent. Tu as des questions, c'est vrai. Mais le terrain de la question, il est psychologique. Maintenant, si toi, tu es d'une rigueur, ça demande des dizaines d'heures d'entraînement. Moi, j'ai fait ça, de séparer l'intellect de l'émotionnel. Parce que des gens, ils vont te sortir un truc horrible. Si tu es ému, tu n'as plus de cerveau. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Maintenant, tu as besoin de cœur pour avoir la teneur profonde du problème. Mais tu as besoin du cerveau pour pouvoir gérer la structure du problème. Donc, il faut que les 2 outils marchent. Vous savez, on a un cerveau philosophique, un cerveau mathématique. Moi, j'étais très bon en philosophie. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des centaines d'exercices de maths, des exercices de physique, parce que je voulais pas être un handicapé du côté intellectuel, du côté mathématique. C'est normal, c'est pareil. De la même manière, si toi, tu sais que tu es hyper émotionnel, tu souffres de tout, tu supportes pas le malheur, tu sais que toutes les 15 secondes, il y a une fille qui se fait violer dans le monde, il y a un enfant qui meurt de faim, tu sais quoi, je vais mourir maintenant. Le bon Dieu, il t'a donné un cerveau pour ça. C'est pour réguler les écarts du cœur. Mais il t'a donné un cœur. C'est pour humaniser les raisonnements du cerveau. Et les deux en équilibre. Si tu n'es pas capable de le faire, tu ne vas pas vivre. Parce que la Gemara dit Rahmanim enam chaim. Les hypersensibles ne sont pas vivants. Parce que tu passes ta vie à souffrir. Et si tu es un vrai intellectuel et que tu n'as aucun cœur, tu vas être un monstre. Parce que tu vas même gérer tes sentiments, tu vas gérer ton couple, tu vas gérer tes enfants. Rappelez-vous que les gens qui gèrent la vie et la mort, on les appelle des nazis. Parce qu'ils ont géré le problème juif comme de la marchandise, par des quantités, par des moyens de destruction, par des systèmes. Donc c'est des nazis. Donc l'extrême du cerveau, c'est le nazi. L'extrême du cœur, c'est la libéralisation, la liberté des mœurs. Ouais. Donc toi, tu dois être ni à cet extrême, ni à cet extrême. Tu dois être à l'équilibre des deux. Mais pour ça, il faut que les deux systèmes y fonctionnent. Maintenant, nous, on ne dit pas le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça, c'est Pascal. Mais c'est pareil. Nous, on dit Adam Chovshi Bedimiono ve Asur Bemuskalo. Un homme est libre dans son imagination et enfermé dans son cerveau. Parce que quand tu apprends à raisonner logique, c'est très dur d'être illogique. Mais quand tu t'habitues à penser absurde, c'est très dur d'être logique. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, dans la vie, il y aura des phénomènes qui ne sont pas compréhensibles. Comment tu vas les aborder? Il y a des phénomènes qui sont compréhensibles. Comment tu vas les aborder?
La logique, elle est simple. Quand toi, tu vas appliquer la mitzvah que tu ne comprends pas, j'ai presque fini. Ouais. Par exemple, tu mets les tefilines, tu comprends pas. Ouais. Par contre, quand tu vas étudier des sujets qui sont compréhensibles, tu comprends. On a dit, ce que tu comprends, le danger, c'est que tu finis par dénigrer. La preuve. Pourquoi les gens, ils volent? C'est pas qu'ils volent maintenant dans les magasins. Mais le mec, par exemple, il est comptable dans une grande société. Il y a 11 000 employés. Et puis, il a fait toutes les fiches de paye. Bon, ça lui a pris 3 mois. Et puis, on vient chez lui, on lui dit, écoute, le taux numéro 14, il change, il passe de 0,01 à 0,02. Alors, s'il te plaît, tu mets ça en place? Le mec, il dit, attends, il y a 16 000 employés, 16 000 fiches de paye, redistribuées sur un an. Je vais devenir fou. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait genre, il n'a pas vu. Ok, mais ça a coûté 782 000 à la société. Le mec, il a volé 782 000 euros. Sur la base de quoi? D'une négligence. Basée sur quoi? Que c'est pas du vol. Pourquoi il a pensé que c'est pas grave? Parce qu'il sait que voler, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre à quelqu'un. Il dit, moi, j'ai volé personne puisque la société, elle est anonyme. C'est comme les mecs qui font des photocopies au bureau. Elle dit, ouais, j'ai ma fille qui fait sa thèse de médecine, alors j'ai fait des photocopies. Parce que le patron, il dit rien quand on fait des photocopies. Oui, mais le problème, c'est que tu as fait 80 exemplaires et qu'il y a 1800 pages. Donc, en fait, tout le stock de papier, tu l'as bouffé. L'autre qui joue sur son ordinateur au solitaire. Mais t'es payé, là. T'es payé de 9h à 17h. Tu t'amuses. Tu dis, ouais, mais il n'y a pas d'appel. Ben, prends ton téléphone. Prends ton annuaire. T'es un voleur. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on dénigre le vol? Tu sais pourquoi? Parce qu'on a compris. Regardez par exemple. Si j'ai un gars qui sort du notaire et dans une valise, il a tous ses titres de propriété. Il m'a dit, j'ai été chez tous les notaires, j'ai pris tous les titres de propriété. Et moi, je lui arrache la valise et je la jette dans un feu. Et je brûle tous les titres de propriété. Les propriétés, elles existent. Mais lui, il ne peut plus prouver que c'est à lui. J'ai volé ou non? J'ai rien volé, la maison, elle est là. Mais lui, il ne peut plus prouver que c'est à lui. Je l'ai volé ou non? Hein? Sachez que le vol n'existe que si la personne à qui tu voles peut prouver que c'est à elle. Yesh Beralim. Ouais. Parce que c'est quoi voler? Voler, c'est prendre un objet appartenant à quelqu'un qui peut prouver que c'est à lui. Ouais. Et avec l'intention de garder pour toujours cet objet. Ça, c'est la définition du vol du Kobet Shiurim. D'accord? Maintenant, si tu ne prends pas l'objet, c'est pas du vol. Si tu ne le prends pas avec l'intention de le garder, c'est pas du vol. Si tu le prends à quelqu'un qui ne peut pas prouver que c'est à lui, c'est pas du vol. Imagine-toi, tu as un terrain. Tu t'en sers pas, mais il est alloué. Moi, j'amène 83 caravanes, j'organise là-bas un camping, je prends 120 000 euros de loyer. Après, je prends une équipe, ils remettent l'herbe comme il faut et je m'en vais. Après, je vais voir le mec, je lui dis, tu sais ton terrain? Super. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ben j'ai installé un camping, j'ai pris 120 000 euros en un été, juste en bordure de Juan-les-Pins. Tu lui dis, j'ai pas compris, tu as utilisé mon terrain, ben, il faut payer le loyer. Pourquoi? Il est là ton terrain. Tu dis, oui, mais moi, tu m'as volé le prix du loyer. Mais non, puisque de toute façon, s'il y avait eu un locataire qui serait venu, je lui aurais donné le terrain, mais personne n'est venu. Donc, quelle différence que je sois dessus ou je sois pas dessus? Zéné, Vézélo Chasser. Moi, j'ai profité et toi, tu n'as rien perdu. C'est pas du vol. Ou non? Imagine le mec, il habite avenue Victor Hugo, 4e étage. Juste en bas, il y a un parfumeur. Tous les matins, il sort en serviette de bain, après sa douche, il rentre chez le parfumeur, il prend un échantillon, il se fait. Et hop, il part au travail. Enfin, il se rhabille, il part. Le jour avec, il dit, écoute, ça fait 8 ans, tous les matins, tu te parfumes. Tu peux acheter une bouteille de parfum? Tu dis, non, je viens d'une ville du Maroc où c'est Assour. Mais enfin, tu viens, tu prends le parfum, il dit, mais de toute façon, c'est marqué échantillon. Échantillon pour un mec qui vient, qui achète, où c'est marqué, si vous n'achetez pas, Assour d'utiliser. Non. Bon, c'est un mec qui vient une fois, mais toi, tu viens tous les matins depuis 8 ans. Où est le problème? Toi, tu es un conseil. Tu es un conseiller fiscal. D'accord? Tu prends 5 000 euros de l'heure, plus 10% de ce que tu fais gagner aux impôts.
Moi, je viens chez toi, je te dis, écoute, j'ai un super dossier, écoute, il y a 24 sociétés, il y a un truc en Hollande, il y a un problème de répartition, il y a une société de facturing qui redistribue sur 4 associés pendant 5 heures. 5 heures. Et au bout des 5 heures, toi, tu me sors la facture, tu me dis, 5 fois 5, 25 000 euros. Et moi, je te dis, non, mais tu sais pas que demain, c'est Pourim. Pourim Saméar. Pourim Saméar. Je lui dois l'argent ou non? Tu dis, j'ai fait une blague. Non, c'est pas Pourim, c'est la veille. Et lui, il a travaillé, lui. C'est 25 000. Tu dis, non, j'ai rien volé. Alors, tu payes ou non? Donc, tu vois, voler, c'est pas tellement évident. Hein. Tu dis, bon, voler, c'est pas évident. Mais tuer, c'est évident. Ouais. Ah non, les mieux encore d'en voler. La Gemara dans Babakama. Il y a un gars, il habite au 100e étage. Ouais. Quelqu'un, il rentre chez lui, il prend un vase à 158 000 euros. Il ouvre la fenêtre, il le jette. Maintenant, c'est sûr que le vase, arrivé en bas, il va exploser. Ça va? Donc, celui qui a jeté le vase, il doit le payer. Manque de peau, avant que le vase il arrive par terre, il y a un ancien champion de baseball qui passe là-bas. Il a été faire nettoyer sa batte. Il voit arriver le truc, ça lui rappelle le championnat du monde, la finale en 1929 à Philadelphie. Le mec, il éclate le vase. Il entend la foule. Question de la Guémara, qui paye le vase? Celui qui l'a jeté ou celui qui l'a cassé? La moitié de la salle va dire, c'est celui qui l'a cassé. Mais non, parce que celui qui l'a cassé, il a cassé un vase cassé. Parce que dans une seconde, il va être cassé. Et lui, s'il était déjà cassé, il avait recassé, il n'aurait rien payé. Maintenant que c'est sûr qu'il va être cassé, donc il a cassé un vase cassé, donc il ne paye pas. Ah, tu dis, c'est le mec qui l'a jeté. Ah, mais celui qui l'a jeté, puisque l'autre l'a cassé, donc celui qui l'a jeté ne l'a pas cassé. Puisque son acte n'a pas été finalisé. Tu dis, ouais, mais il en avait l'intention. Mais si tu condamnes les gens sur les intentions, toutes les belles filles du monde sont condamnées à mort puisqu'elles ont des intentions sur leur belle-mère. Donc celui qui l'a jeté, il n'a pas cassé, il ne paye pas. Celui qui l'a cassé, il a cassé un vase cassé. Alors il ne paye pas. Alors personne ne paye. Et le mec, 150 000 euros. Ah, quand la cavale de la Gemara, elle dit non, c'est celui qui l'a jeté. Pourquoi? Parce qu'il a créé la situation du dommage. Il a provoqué la situation, donc c'est lui qui paye. Ok. Maintenant, la Gemara dit, si à la place du vase, il a jeté un bébé, et qu'il y a un mec qui l'a accueilli avec un glaive, de la statue de la liberté, qui c'est qui est condamné à mort? Celui qui a jeté le bébé, avec l'intention de le tuer, ouais, ou celui qui l'a tué? En vérité, le problème, le problème, c'est une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbanan pour savoir, est-ce que le meurtre, c'est d'enlever la vie ou de provoquer la mort? Si vous allez dire, bon, c'est la même chose. Bon, ça prouve que vous avez vu trop de séries télévisées. Ouais. Enlever la vie, c'est enlever la vie de quelqu'un de vivant. Provoquer la mort, ouais, c'est même quelqu'un qui était condamné à mourir et que tu provoques sa mort, eh ben tu l'as tué. Maintenant, la différence, elle est quelqu'un qui est aux 3/4 mort, ouais, parce qu'il est blessé mortellement et que tu lui donnes le dernier coup, en vérité, tu as tué quelqu'un qui était en train de mourir, mais tu lui as enlevé la vie. Mais si quelqu'un il est en pleine santé et que tu le tues, donc tu as tué quelqu'un de entièrement vivant. Donc la question, elle est de savoir, est-ce que tuer quelqu'un entièrement vivant et tuer quelqu'un aux 3/4 mort, c'est la même chose? Si vous allez dire, bon, franchement, c'est de la prise de tête, mais ça s'appelle l'euthanasie. Donc tu vois que même tuer, c'est pas évident. Donc si tuer, c'est pas évident, et il y a des pages et des pages dans la Guémara, si voler, c'est pas évident, et il y a des pages et des pages dans la Guémara, pourquoi on a mis tellement de pages pour comprendre des choses compréhensibles? Ça veut dire qu'en fait, les choses compréhensibles, elles ne sont pas tellement compréhensibles. Mieux encore, on dit, dans les Mishpatim, il y a des Chukim. Par exemple, vous prenez une pierre.
vous voulez casser la vitre de votre voisin parce qu'il vous a rayé la voiture, mais il n'a pas voulu le reconnaître et ça vous a coûté 200 euros. Qu'est-ce que vous choisissez? Une vitre qui coûte 200 euros, vous prenez une pierre et vous jetez la pierre pour qu'il ait la capara, tant pis pour sa gueule. Ouais, il m'a fait une rayure à 200 euros, je lui casse une vitre à 200 euros. Manque de peau, en plein vol de la pierre, il y a un courant d'air qui ouvre la vitre et la pierre, elle va casser le même vase que l'autre, son cousin. 150 000 euros. Le mec, il dit, attendez, je voulais lui faire un dommage à 200 euros, maintenant je dois payer 150 000. Il dit, mais j'avais l'intention de casser pour 200 euros. Oui, mais ce que tu as cassé, c'est 150 000. Maintenant, qui c'est qui a fait le courant d'air? C'est le bon Dieu. Comment ça se fait qu'on se sert, attention, des conséquences pour évaluer la gravité de ton dommage, puisque tu n'es pas propriétaire des conséquences? Bizarre, non? Comprenez ou non? Donc ça veut dire que dans le mishpat du dommage, il y a un roc du mode d'évaluation du paiement. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vois que vous êtes fatigué, donc je ne vais pas trop m'allonger. Maintenant, c'est intéressant. Donc vous voyez qu'en vérité, dans le mishpat, il y a un roc. Est-ce que dans le roc, il y a un mishpat? Dans la loi compréhensible, il y a des lois incompréhensibles. Est-ce que dans les lois incompréhensibles, il y a des lois compréhensibles? Alors écoutez ça bien, et après je vous laisse tranquille. La question de base, c'est pourquoi il y a les deux genres de lois. Maintenant, nous, on voit qu'on n'a pas le même comportement. Parce qu'avec les lois incompréhensibles, très vite, on tombe dans le mépris. Et on les prend à la légère. Mais les lois incompréhensibles, on les respecte. Parce que tu prends des téfilines, par exemple, c'est incompréhensible. Tu dis à un gars, tiens, tu peux aller les mettre dans les toilettes? Le mec, il dit, ah, non. Même s'il n'est pas religieux, il va te dire, hasbe salom. Ouais. Je peux pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire? De toute façon, c'est quoi? C'est des boîtiers avec des parchemins et des lanières. Vas-y, prends-les, mets-les à la poubelle, ou fais pipi dessus. Oh, tu dis, oh non, l'oral est lourd, je peux pas. Mais t'es pas religieux. C'est vrai, vous prenez une paire de tefilines, vous les mettez au bord de la table, vous faites passer 100 juifs, échantillonnage de tous les niveaux de religion, 80%, ils vont prendre la tefiline, ils vont les mettre au milieu. Pourquoi? De peur que ça tombe. Mais merde, pas de l'air, de toute façon, tu comprends rien. Donc, bizarrement, dans les lois incompréhensibles, tu as du respect. Mais dans les lois compréhensibles, tu manques de respect. Vous me suivez ou non? Très intéressant. Ça veut dire que, étant donné qu'on a dit que pour atteindre la profondeur de la chose, il faut la respecter, il faut la rechercher. Donc le dénigrement t'empêche d'atteindre la profondeur des choses. Par contre, quand toi, tu as la bakasha, ta chorma, la recherche, et le respect de la chose, mais le respect, il n'existe que pour les lois incompréhensibles. Donc maintenant, vous avez la réponse. Quand la Torah, elle te dit, fais des lois incompréhensibles, vas-y, mets les tefilines. Ouais, mais je comprends rien. Assis-toi dans la souka. Ouais, mais ça veut rien dire. Rends-toi dans le mikvé. En vérité, tu développes chez toi une forme d'émouna, ouais, qui va faire que ça va t'éviter de tomber dans le piège du dénigrement de la loi compréhensible. C'est pour ça que les gens qui veulent intellectualiser toute la Torah, qui veulent donner un sens à chaque chose, eh ben à la fin, ils ne sont plus chômeurs Shabbat. Et le jour où ils ont un malheur dans leur vie, ils sont rebellés, ils rejettent tout. C'est normal. Parce que toi, tu voulais que tout dépende de ton cerveau. Mais le cerveau, il est sur la partie que tu peux comprendre. Mais c'est sur la partie que tu ne peux pas comprendre. Si tu ne veux pas devenir fou, tu as besoin de l'aïmouna. Comme dans tout. Et c'est pas que la religion. Dans la vie, c'est pareil, tu te maries. D'accord? On n'est pas d'accord sur tout. Alors tu dis, bah non, on va divorcer. Non. Pourquoi? Parce que j'ai l'aïmouna, que l'avenir, ça va s'arranger. Donc, en vérité, la croyance, c'est ce qui permet à l'avenir de se réaliser. Ça veut dire que la croyance, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas croyants, d'abord, ils veulent que le présent, et en plus de ça, ils ont très très peur de l'inconnu et de l'avenir. Alors que toi, tu dois te dire, écoute, moi je fais ce que j'ai à faire, moi j'éduque l'enfant. Après, s'il veut devenir un voyou, ben, il en faut. Comment on va nourrir les gardiens de prison? Vous comprenez ou non? Il faut avoir foi dans l'avenir. Il faut. Mais cette foi-là, c'est l'aïmouna. Et l'aïmouna, elle est basée sur les lois incompréhensibles. Donc la pratique des lois incompréhensibles te permet de ne pas tomber dans le piège du dénigrement des lois incompréhensibles, mais en même temps, te donne accès à la profondeur des lois compréhensibles. Parce que quand tu ne les dénigres pas, tu te rends compte de leur chorma et tu peux aller au fond. Ça va? Donc les lois compréhensibles, les lois incompréhensibles
vont t'aider à comprendre la profondeur des lois compréhensibles. Les situations incompréhensibles, ils vont te permettre de comprendre la profondeur des situations compréhensibles. D'apprendre à aimer les gens que tu ne comprends pas, ça va t'aider à comprendre les gens que tu aimes. Puisqu'encore une fois, toute la réalité, elle n'est que la projection de la Torah qui contient des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. Vous me suivez ou non? Même les parties en toi que tu ne comprends pas, tu vas les accepter et tu vas t'aimer. Mais en même temps, tu vas développer chez toi la partie que tu comprends. Et c'est cette partie que tu comprends qui va gérer la partie qui ne comprend pas. Et c'est la partie qui ne comprend pas qui va te permettre de survivre aux situations que tu ne comprends pas. Donc si tu veux garder ton équilibre moral, ne pas tomber en dépression ou rentrer dans la folie, tu es obligé de développer les deux qualités en même temps. Et ça vient de la nature des deux mitzvot. Maintenant écoutez bien, et ça il faut respecter la chronologie. Quand l'application des lois incompréhensibles, elle a développé chez toi cette émouna qui te permet de ne pas tomber dans le dénigrement des lois compréhensibles et donc de trouver la compréhension profonde des lois compréhensibles. Écoutez bien, vous avez suivi là ou non? Et bien ensuite, tu peux regarder les lois incompréhensibles et avoir un cheminement intellectuel à l'intérieur des lois incompréhensibles. C'est que même la Touma, qui est une loi incompréhensible, elle a une logique interne à la Torah. Même le mikvé, il a une logique interne. Même la soukha, même les tfilines. Mais tu ne pourras atteindre le secret des lois incompréhensibles que parce que tu as passé par cette chronologie. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que si tu commences par les lois compréhensibles, tu ne pourras jamais comprendre les lois incompréhensibles. Mais si tu commences par les lois incompréhensibles, tu pourras comprendre les lois compréhensibles et tu pourras même comprendre, c'est-à-dire avoir un cheminement intellectuel dans les lois incompréhensibles. Mais il faut suivre l'ordre. Donc quand tu commences par aimer une personne entièrement, même ses défauts, tu vas les apprécier. Quand tu aimes tes enfants sans condition, tu pourras les aider même dans les situations difficiles. Même quand toi, tu es solide, quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, eh ben, tu ne vas pas craquer quand il va t'arriver des situations qui sont incroyables. Parce que tu as créé la base de sérénité profonde qui va être le pendant de ton équilibre intérieur. Mais si tu veux tout te baser sur ce que tu comprends, eh ben, dès qu'il t'arrive un truc impossible, incroyable, insupportable, tu pètes un câble. Parce qu'il y en aura des événements dans la rue, il y en aura des souffrances, il y en aura des peurs, il y en aura des incestes, il y en aura des attouchements sur enfants, il y en aura des adultères. Comment tu vas faire? Tu vas devenir folle, parce que qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est incompréhensible. Bienvenue au club. Il y a aussi des choses incompréhensibles. Maintenant, quand tu as pris le recul sur l'incompréhensible et que tu commences à sortir de ton émotion, et ben maintenant, tu peux trouver un cheminement compréhensible pour trouver une solution aux situations incompréhensibles. Sinon, toute ta vie, tu vas rester dans la révolte et tu vas avoir un thérapeute après l'autre toute ta vie. Et eux, ils vont se payer des piscines sur ta tronche. Voilà, Chazak ou Barour. Ah oui, alors attendez. Je m'excuse, j'ai été un petit peu long, mais vu que on n'est pas prêt de se revoir. Donc, deuxièmement, j'ai amené avec moi quelques livres. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas commercial, parce que si c'était commercial, on les vendrait 20 000 shekels chacun, puisqu'ils correspondent à peu près à 10 ans de thérapie. Il y a deux livres. Il y a un livre qui s'appelle La vie, une invitation à être. D'accord? Ça, vous l'utilisez comme un accélérateur de maturité. Et ceux qui veulent, ils m'envoient un email et je vous envoie, là c'est marqué mon email, Raviria, je vous envoie un programme personnel, enfin un travail sur le respect de soi, la joie, qui est basé sur les cours qui sont dedans, sur des documents qui sont à l'intérieur et sur le livre. Et vous faites ça en parallèle et je vous dis que vous devenez Roche Kollel ou vous devenez le patron de LVMH, tout est possible à partir du moment où vous réalisez. Donc les livres, ils sont là-bas. Il y a un deuxième livre. On va le faire. Deuxièmement, il y a un livre qui s'appelle Une invitation à savoir. Donc là, c'est sur des notions, la relation au divin, le temps, beaucoup de choses très très profondes pour vous, si vous n'avez pas l'occasion de faire 15 ans de collège. Et après, il y a un livre qui s'appelle Livre méthode. En vérité, c'est un livre qu'on a fait avec une coach pour optimiser le travail sur ce livre-là. D'accord? Donc c'est des séries de questions, vous répondez, vous travaillez, vous évoluez et au pire, vous allez mieux. Voilà.